Je voudrais vous saluer toutes et tous dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Nous reprenons cette conférence, cette e-conférence avec M. Zéphiré Diabré, homme politique de premier plan au Burkina Faso. Selon toutes les analyses en cours aujourd'hui, il est le probable président du Burkina Faso à la suite de la prochaine présidentielle. Donc, M. Diabré est aujourd'hui avec nous pour successivement aborder des sujets comme la politique nationale, la constitution, la réconciliation nationale, la présidentielle, le vote des Burkinabés de l'étranger, ainsi de suite. Il faut savoir que M. Zéphiré Diabré a derrière lui une longue carrière d'homme politique, ancien ministre, député, ex-leader de l'opposition burkinabé, opposition dissoute après la révolution de l'année dernière. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler, de donner sa vision de demain, sa vision du futur, sa vision du Burkina Faso en l'an 2020. Il va faire des propos liminaires, si les dieux de la technique sont avec nous, il va faire des propos liminaires, après quoi, eh bien, les internautes, les différents connectés de tout le monde, les Burkinabés, Ivoiriens, Africains, Européens, connectés à travers le monde, qui voudraient lui poser une question, eh bien, prendront le micro pour lui poser des questions. Alors, si M. Zéphiré Diabré est prêt, je vous laisse le micro. Bonsoir M. Bamba, bonsoir à vous et à toute votre équipe. Et merci pour cette occasion que vous me donnez d'avoir cette voice chat avec votre équipe et tous ceux qui, à travers les pays cités, sont connectés à l'événement. En tant que leader de partis politiques actifs sur la scène de notre pays, j'accorde une très grande importance à ces nouvelles technologies qui nous permettent de nous parler, de nous comprendre et de discuter de cette manière-là. Et je croise les doigts pour que les dieux de la technique soient avec nous jusqu'à la fin donc de notre entretien. Vous avez été très généreux dans vos propos liminaires en me qualifiant de beaucoup de choses et surtout en faisant des projections sur ce que je pourrais devenir après l'élection présidentielle de 2015. C'est flatteur, mais le propos ce soir n'est pas d'aller sur ce registre-là, c'est plutôt d'échanger avec les uns et les autres quelques idées sur le sentiment et le jugement que je porte sur la situation actuelle de notre pays, mais plus fondamentalement d'étaler la vision que mon parti a développée et compte mettre en application si les Burkinabés décident donc de lui confier leur destinée. Nous enregistrons cette émission et nous avons cette discussion à un moment charnière de l'évolution de la transition politique de notre pays, laquelle transition, comme tout le monde le sait, est partie des événements des 30 et 31 octobre. Toute transition, que ce soit ici ou ailleurs, est bien entendu un exercice périlleux, puisque c'est un exercice de gestion du pouvoir qui sort des normes établies par la loi et la Constitution et pour lesquelles une durée limitée est prévue à l'avance. Ensuite, de manière générale, les transitions sont gérées par des femmes et des hommes qui n'ont pas vocation à rester au-delà des termes de la transition et qui parfois sont choisis parce qu'ils n'ont pas eu dans le passé à exercer un certain nombre de responsabilités. Tous ces facteurs-là font que nécessairement dans une transition, il peut y avoir des avancées et des reculs, il peut même y avoir des couacs, et dans ce registre-là, la nôtre n'est pas sauve, et les événements récents que nous vivons dans notre pays depuis 48 heures montrent bien que ce genre de difficultés-là peuvent aussi survenir chez nous. Mais les difficultés que nous vivons ne sont pas nées d'un dysfonctionnement de la transition en tant que telle. Ils sont nés d'un problème stricto sensu militaire qui s'est né et s'est développé au sein d'un régiment, donc une partie de l'armée qu'on appelle le régiment de sécurité présidentielle. Il se trouve que dans ces développements, ces problèmes ont pris l'allure
d'événements pouvant mettre en péril l'évolution et le déroulement harmonieux et normal de cette transition-là. Toute chose qui nous a incité en tant qu'hommes politiques à sortir un peu de l'attitude de retrait tout à fait compréhensible que nous avons adoptée au lendemain des événements des 30 et 31 octobre pour bien entendu laisser la transition faire son travail. Donc sortir de notre torpeur pour redire un certain nombre de vérités. C'est ainsi qu'avec les responsables qui animent les partis qui appartiennent ou appartenaient à l'ex-TEFOP, l'ex-chef de file de l'opposition, nous avons eu des rencontres, lesquelles rencontres aussi d'ailleurs ont eu lieu avec la société civile, mais surtout nous avons publié une déclaration et réaffirmé ce matin au cours d'une conférence de presse un certain nombre de principes qui nous tiennent à cœur. Nous avons tenu à rappeler, et je le refais encore ce soir, que la transition telle qu'elle est mise actuellement en œuvre, l'ensemble des organes qui la font fonctionner et les principes qui la guident sont le résultat d'un consensus entre les différents acteurs de la vie politique que sont les forces de défense et de sécurité, les partis politiques, la société civile dans laquelle j'inclus les autorités coutumières et religieuses. Partant de ce fait, toute chose qui touche à cette harmonie de la transition ou qui pourrait l'entraver ne peut être discutée et résolue que dans le cadre du contexte même qui a prévalu à la création de cette transition. Hors de cela, personne n'a la légitimité et encore moins l'autorité pour pouvoir traiter de ces questions-là. Et ce matin, nous avons, après 48 heures d'incertitude, suivi un dénouement qui, sous la forme d'une paix des bras, s'est instauré entre donc, le Premier ministre et ses anciens compagnons d'armes, et qui semble indiquer que la crise est derrière nous. Mais c'est l'occasion toujours pour nous de réaffirmer, et nous le ferons encore avec force, que nous n'accepterons pas que des éléments extérieurs à la transition ou des composantes de la société, par leurs problèmes internes, viennent prendre en otage tout un peuple qui aspire à la liberté, à la paix, à la démocratie, à la concorde, et qui tient absolument, et c'est pour ça qu'il a payé de son sueur et de son sang, que cette transition se déroule normalement et qu'elle débouche sur l'élection ou l'organisation d'élections consacrant le retour de notre pays à une vie constitutionnelle normale. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire sur le déroulement de la transition au-delà de l'épisode que je viens d'évoquer. Une transition a pour vocation, en principe et en général d'ailleurs, unique d'organiser les événements politiques qui doivent consacrer donc le retour à une vie que l'on appelle constitutionnelle normale. La nôtre n'échappe pas à cette règle-là, sauf qu'une transition est aussi quelque part otage des circonstances dans lesquelles elle est survenue. Ces circonstances-là créent des aspirations, des attentes, des problèmes, des souhaits et des désirs qu'il est difficile de ne pas prendre en compte pendant que l'on déroule la transition. Et on comprend bien que c'est l'écueil dans lequel se trouvent aujourd'hui ceux qui dirigent la nôtre. D'un côté, ils comprennent bien, comme nous tous, la communauté internationale, que l'objectif principal, premier voire unique, c'est de procéder à l'organisation de ces élections-là pour qu'on retourne à une vie légale normale. En même temps, tout le monde comprend aussi que les événements du 30 et 31 octobre sont la maturation, non seulement d'un combat qui a été mené, mais surtout de la fermentation d'un certain nombre d'attentes, de frustrations, voire plus même de la part de segments et de pans entiers de la société, qui a donc explosé de manière brutale. Prenant ça en compte, il est clair qu'on ne peut pas conduire cette transition-là sans ignorer ces aspects-là et surtout sans leur apporter un peu un début de solutionnement, qu'il s'agisse des questions de vie chère, de chômage des jeunes, d'impunité, de corruption et j'en passe. À défaut de pouvoir régler tout cela, il est attendu de la transition qu'elle envoie quand même des signaux très forts afin que l'opinion sache que les choses ne sont plus comme elles se passaient avant et que surtout la trajectoire soit tracée pour que les autorités civiles et démocratiques qui viendront en novembre 2015 trouvent une sorte de semblant de début de feuille de route qui est le reflet des aspirations des populations. Les partis politiques que nous sommes bien entendu resteront dans notre rôle de vigilance et de gardien du processus. Nous ne manquerons pas, si les circonstances l'exigeaient,
de prendre les dispositions qui s'imposaient pour faire prévaloir l'opinion du peuple et de la société civile telle qu'elle est constituée dans notre pays et qui, de notre point de vue, est la seule légitime à pouvoir indiquer dans quelle direction notre pays doit partir. Voilà ce que je tenais à dire en termes de propos liminaires. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à d'autres questions sur des questions bien précises. Ok, merci infiniment, Monsieur Zéphirin Diabré. Vous avez essayé de tenir des propos liminaires concernant l'actualité politique du Burkinabé. Je voudrais demander maintenant à l'ensemble des internautes qui sont évidemment connectés pour écouter M. Zéphirin Diabré. Merci. Et je voudrais donc à présent laisser la parole à tous les Burkinabés, à tous les amis du Burkina Faso, à tous ceux qui voudraient poser des questions à M. Zéphirin Diabré, qui, je signale, pourrait éventuellement être le prochain président du Burkina Faso. Eh bien, le micro est à vous. Alors, moi, je ne sais pas si, écoute, peut-être ma question a déjà été répondue par M. Diabré, mais je la poserai quand même parce que j'avais un certain nombre de difficultés à attendre l'évolution de ce qu'il a dit. Monsieur Diabré, de 1992 à 1994, vous avez été ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mines. Puis de 1994 à 1996, vous avez occupé le poste de ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Puis vous avez terminé votre carrière gouvernementale comme président du Conseil économique et social de 1996 à 1997. Sans compter que vous avez aussi été l'un des conseillers de M. Compaoré. C'est donc 25% sur les 27 ans de M. Blaise Compaoré que vous avez passé au pouvoir près de lui. Pensez-vous donc être quelque part responsable des résultats politiques et économiques réalisés par le Burkina sous l'administration Compaoré? Merci. Bon, je vais essayer de répondre donc à la première question posée relative à ce qu'on a vécu comme étant ma carrière de 92 à 94, de 94 à 96. C'est pas tellement l'énoncé des fonctions occupées, c'est toujours intéressant d'avoir fait une carrière puisque ça montre qu'on a des talents qui ont eu la chance de se mettre en exergue. Mais c'est la question de savoir si on est comptable de ce qui se passe dans le pays. Mais bien entendu que oui. Vous dites que c'est 25% de cette période-là, que 25% du temps de ma carrière que j'ai passé avec donc le CDP et le président Blaise Compaoré. J'ai commencé, c'est vrai, ma carrière comme enseignant, assistant de gestion et de finance à l'École supérieure de commerce de Bordeaux en 1984. Ça fait donc maintenant 31 ans, si l'on peut dire, que je suis actif. Sur ces 31 ans, j'ai servi mon pays dans les fonctions politiques de 92 à 97, c'est-à-dire 5 ans. Donc c'est moins de 25% de ma carrière. Mais là n'est pas le fond du débat. La question est de savoir quelle est la part de responsabilité que l'on a dans la situation actuelle du pays. Bien entendu, comme tout homme public, on a une certaine part de responsabilité puisqu'on a exercé un certain nombre de fonctions. Mais ça ne veut pas dire que dans ces fonctions-là, on a travaillé à créer des problèmes qui sont ceux qui sont apparus le 31 et le 30 octobre. Vous vous souvenez que la principale question qui a amené l'insurrection, c'est la volonté du président Compaoré de se maintenir au pouvoir en modifiant la Constitution. C'était un acte qui avait eu lieu déjà en 1998 et qui souhaitait rééditer aujourd'hui. En 1998, il était déjà parti du système et en 2014, j'étais sur les barricades avec ceux qui estimaient que ce n'était pas la bonne voie à suivre. Si l'on parle du fait que les problèmes sont venus essentiellement aujourd'hui, parce que si le président Compaoré n'avait pas persisté dans cette période-là, il y avait de fortes chances qu'il soit toujours aujourd'hui président, puisque la plupart des Burkinabés se disaient qu'il fallait le laisser terminer son mandat et sans aucun doute procéder à l'élection de quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai que l'événement des 30 et 31 octobre est la maturation de beaucoup de choses, puisque c'est un ensemble de frustrations qui sont tout à fait légitimes. Si on doit porter un bilan sur l'action
qu'il a eu en 27 ans. C'est peut-être trop tôt au regard des patients qui sont actuels, mais je sais qu'un jour, ça viendra. On me dit que c'est tout entrecoupé. Ce n'est pas de ma faute. C'est la technique là qui fait ça. Voilà. Forcément, dans la gestion d'un pays, il y a des aspects positifs et il y a aussi des aspects négatifs. L'essentiel pour tout homme public, c'est d'avoir beaucoup plus contribué aux aspects positifs que d'avoir été mêlé aux aspects négatifs. Parmi les aspects négatifs que tout le monde souligne sur ce règne-là, il y a la patrimonialisation du pouvoir, la confiscation de l'économie par un clan, l'absence de perspective pour les jeunes, la corruption et l'impunité. Je puis vous assurer que dans ce registre-là, je n'ai pas entendu que quelqu'un a dit que j'étais responsable de quoi que ce soit. Bien que, et je ne voudrais pas aller dans les citations, je ne prétends pas non plus avoir été le principal acteur dans ce qu'il y avait de bien dans ce régime-là. Voilà pour la question et la réponse que je souhaitais vous donner. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de peut-être prendre certaines responsabilités dans le partage du succès économique de M. Compaoré. M. Diabré, qui a écrit un research paper en 98, a mis quelque part les fondations du succès économique, et je vous ai envoyé les données. Il faudrait qu'ils prennent un peu quelque part la paternité de ce succès économique. Il était auprès de M. Compaoré et ses conseils ont porté fruit. Alors, c'est pour dire que quand nous regardons un peu le Burkina sur le plan économique, la croissance de 1992, c'est vrai que le standard, ce qu'on appelle standard deviation, est allé de 3,8,5%. C'est l'écart type. Standard, c'est l'écart type. Là, ça a eu le GDP au Burkina. Le pouvoir d'achat paritaire est de 12 jusqu'à 1000 dollars. J'ai beaucoup à M. Compaoré. Il faudra reconnaître, et ça c'est un rapport qui est sorti en 2004, donc vous voyez le link, où le FMI, quelque part, montre que les indicateurs macroéconomiques du Burkina étaient sur le bon courant. Alors, mais moi je veux que M. Diabré, quelque part, en fonction du paper qu'il a écrit quand il était à Harvard, qui a été le prix, quelque part, de cette fondation de la politique économique de M. Compaoré, quelque part accepte certaines de ses responsabilités. Voilà pourquoi en commençant, j'ai dû parler de 25%, de 25%. Nous ne pouvons pas dire que ces 27% ont été de mauvaises années, quelque part. M. Compaoré, surtout sur le plan économique, a fait un bon travail. Bon, l'intervenant qui vient de parler a posé un certain nombre de constats, mais qui me mettent un peu mal à l'aise parce que c'est plus facile pour nous, les hommes politiques, d'endosser les mauvaises choses que de réclamer que c'est nous qui avons fait les bonnes choses. Donc, c'est à lui d'apprécier s'il y a eu, dans le passage que l'on a eu, un certain nombre de réalisations qui méritent d'être mises en exergue. Sinon, on le fait, on dit que nous, on se vante. Voilà. Et on a tendance à ne voir dans l'action des hommes politiques que les choses qui ne vont pas. C'est pour ça que, dans ma réponse, je suis rentré dans le domaine des choses qui n'allaient pas, pour dire que je défie quiconque de me trouver un exemple où j'ai posé un exemple ou un dossier où j'ai posé un acte allant dans ce sens-là. Maintenant, pour ce qui est des fondements de notre économie, posés depuis 1992 et puis continuer par la suite, c'est à l'opinion et aux experts et aux observateurs pour eux de juger si le travail que nous avons fait a été bien. Et s'ils le pensent comme ça, que ça a été bien, ça veut dire que nous méritons d'avoir leur confiance si demain nous souhaitons qu'ils nous confient donc la destinée de notre pays. Alors la question, justement, elle vient de Zougrana. Oui. Et je le cite, il dit, il faut appuyer la nomination de l'ancien aide-de-camp de Blanc. Propose dans les programmes du RSP. N'a-t-il pas un sérieux problème de déstabilisation de la transition? Voilà, c'est un questionnement de Zougrana. Alors la question de M. Zougrana est très pertinente et d'ailleurs beaucoup de Burkinabés se la posent. Et s'il la pose, c'est parce qu'il s'agit du RSP et que tout ce qui touche RSP révèle un certain nombre de fantasmes. En réalité, le problème à la base, tel qu'en tout cas il était expliqué par les uns et par les autres, c'est un problème corporatiste de gestion des carrières militaires.
il semble que dans le milieu de l'armée, on a toujours un problème lorsque les fonctions ne correspondent pas au grade. Or, en nommant quelqu'un, chef d'état-major particulier du président, qui, en cette fonction-là, et de facto, doit commander un président du RSP, si le président du RSP est plus gradé que le premier, il est clair que dans la tradition militaire, ça pose un énorme problème. Et d'après ce qu'on entend, nous n'y sommes pas, c'est un peu ça qui a amené, ce qui a amené donc qu'il y ait une revendication pour que la question soit revue. Deuxièmement, ce sont des corps où des gens évoluent, puisqu'ils commencent par le bas et ils montent progressivement. Et à un moment donné, c'est le plus gradé qui, dans la règle militaire, donc, assume un certain nombre de fonctions. Ou alors, si on ne veut pas ça, on lui demande de quitter l'armée, carrément. C'est par exemple pour des raisons politiques. Alors j'imagine que c'est toutes ces questions-là, et surtout liées au souci d'aller de l'avant qui a amené donc que ces nominations aient été faites. Le RSP, dans une déclaration que nous avons lue ce soir, a bien réaffirmé son attachement à la transition et rassuré les uns et les autres que c'était des questions purement militaires qui les divisaient. En réalité, normalement, l'armée ne manifeste pas quand il y a des mécontentements, mais comme nous sommes dans un contexte de post-insurrectionnel où toutes les langues se délient, donc le débat de réserve qui était imposé à ces gens-là donc n'existe plus. Dans tous les cas, on peut vous rassurer qu'on ne voit pas en quoi et comment, avec un peuple mobilisé comme celui-là, quelqu'un ou un corps peut venir remettre en cause. Et d'ailleurs, l'évolution des choses 48 heures, depuis 48 heures ont montré que la force de l'opinion est quelque chose avec lequel tout le monde, y compris les RSP, doit tenir compte. Monsieur Diabré, oui. Monsieur Escaboré, je demande. Oui. Alors, je vais le citer, c'est plus simple. Alors, donc, je cite Monsieur Escaboré. Il dit: bonsoir, Monsieur Diabré. J'ai l'honneur de m'adresser à vous pour vous demander si vous pensez vraiment que Blaise Compaoré n'est plus le maître au Burkina Faso. Bien entendu. Première question de Escaboré. Et ensuite, Zungrana, lui, il vous demande pourquoi les partis politiques comme le vôtre ne demandent pas clairement la dissolution du RSP comme l'ont fait les OSC. Je ne sais pas si M. Zungrana a bien compris les deux questions posées par alors on va voir Zungrana et par Escaboré. Escaboré, il est clair que nous pensons que M. Compaoré n'est plus maître dans ce pays-là, sinon à quoi nous servons. Depuis le 30 octobre, à la fois aux côtés de la transition et en dehors d'elle, il y a un certain nombre de forces dont les opinions sont celles qui sont mises en œuvre. D'abord pour faire la transition, mettre en place les institutions, et ensuite maintenant pour la conduire. Dans le gouvernement qui est actuellement là, les partis politiques de l'ancienne opposition ont des représentants, tout comme ils en ont dans le Parlement provisoire qu'est le CNT. Le seul peut-être domaine dont on peut penser qu'il échappe à notre contrôle à tous, ce sont les questions militaires, mais tout le monde sait que c'est des questions réservées. Et le souhait est que le président du Faso, dans l'exercice de ses fonctions, puisse avoir la plénitude de ses attributions comme chef suprême des armées. Ensuite, la question que pose monsieur, c'est qui ça? Non, ça j'ai fini avec ça. Une deuxième question par rapport, oui, à la dissolution. Je vous ai dit, nous sommes des partis politiques qui aspirons à gérer l'État. On n'est pas des OSC et on ne va pas nous entraîner dans une démarche qui n'est pas celle qui sied pour des partis politiques. Nous disons qu'il faut une réforme globale de l'armée, mais il faut la faire sur la base d'un cheminement qui est intelligemment mené. L'International Crisis Group a d'ailleurs publié un rapport sur cette question-là, et par rapport à cette question, que de mon point de vue, beaucoup de gens devraient lire, qui permettra d'arriver au même objectif, mais qui sans doute commence déjà par proposer que l'on passe par des chemins bien précis. Il y a des aspects militaires que nous on connaît, que beaucoup ne connaissent pas. Il y a des situations militaires que nous connaissons
de par nos informations que beaucoup ne connaissent pas. Le vrai problème pour notre pays aujourd'hui, c'est d'avoir des unités qui soient toutes opérationnelles. Et un homme public qui aspire à gouverner un État ne préconise pas de cette manière-là une solution qui met son pays à l'abri d'incursions que certains, de toute façon, ne rêvent que de faire le plus rapidement possible, parce qu'ils savent que l'élément fondamental, ou le seul élément de force qui est là-bas, n'existera plus. Dans tous les cas, je vous ai dit que notre conviction et notre volonté, c'est de dire qu'on n'a plus besoin d'un régiment de sécurité présidentielle pour protéger un individu. Et encore, on pourrait être à son service et faire ce qu'il désire sur le plan privé. Ça, au moins, il y a un consensus là-dessus. Et je me dis que lorsque les élections auront lieu au mois de novembre, c'est sans aucun doute dans cette voie-là que nous irons. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut maintenant voir comment est-ce qu'on redéploie, à quel rôle ou quelle mission on confie à tel ou tel régiment ou unité. Vous savez, un régiment, il est composé d'un certain nombre de personnalités qui ont eu une formation donnée et qui ne travaillent bien que s'ils sont ensemble. Ne croyez pas que par des actions comme ça à l'avant-vite, on peut sans aucun doute croire qu'on règle un problème, mais on peut en créer d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Mais je répète que nous ne sommes pas des OSC, nous sommes des organisations politiques qui avons vocation de diriger le pays. Donc on n'est pas obligé d'avoir la même approche que les OSC qui, elles, ne donnent que leurs idées, mais l'essentiel est qu'on aboutit au même résultat. Ok. Alors, chers internautes, vous constatez aujourd'hui que nous avons tous les problèmes, tous les soucis du monde, notamment avec la connexion au Burkina Faso qui bloque énormément aujourd'hui, qui fait que M. Zéphirin Diabré n'a pas pu dérouler totalement et entièrement ce qu'il voulait vous dire ce soir. Et Dieu sait qu'il avait beaucoup de choses à vous dire, notamment sur la transition, notamment sur le vote des Burkinabés à l'étranger, sur la présidentielle et sur la politique même de l'UPCI, son parti. Sans doute nous allons reprogrammer, on va dire, cette e-conférence, mais en attendant, nous allons laisser la parole à M. Zéphirin Diabré de nous faire une espèce de conclusion générale, courant sur 5 à 10 minutes, une espèce de conclusion générale sur les perspectives, sur ces inquiétudes, sur ces projections dans le futur, sur ces espérances, bref, sur l'avenir du Burkina Faso. Et donc, en gros, ça sera une conclusion, de sorte à ce que, on essaie de retrouver une autre occasion pour nous entretenir avec M. Zéphirin Diabré. M. Bamba, merci. Avant de conclure, peut-être si vous m'autorisez de dire quelques mots sur la question du vote des Burkinabés de l'étranger. Je m'attendais à ce que cette question soit posée afin que mon parti puisse donner son sentiment sur cette question. Depuis sa création, l'UPC s'est joint à tous les partis politiques d'opposition pour réclamer à corps et à cri la possibilité soit donnée aux Burkinabés de l'étranger d'être des citoyens à part entière et donc de participer à un certain nombre d'échéances à caractère national, qu'il s'agisse de référendums ou de l'élection présidentielle. Notre position de ce point de vue n'a pas varié d'un iota. Nous continuons de penser que les Burkinabés de l'étranger ont leur place dans notre processus démocratique. Ils sont Burkinabés au même titre que nous, ils sont citoyens, ils ont donc comme nous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout résolu. Quand on vient maintenant par exemple à la question pratique de qu'est-ce qu'il faut faire en 2015, là, il y a débat et inquiétude de notre part. Déjà même avant la chute du régime de Blaise Compaoré, l'opposition était réticente au regard de ce qu'elle a observé comme manœuvre faite par les ambassades à la solde du régime par rapport à cette question. Du coup, nous avons compris et arrivé à la conclusion selon laquelle si l'élection devait se dérouler dans les conditions qui ont été prévues là, ça poserait un grave problème de régularité du scrutin. Le fait que le régime soit parti n'a rien changé à cette donne. Il y a par exemple une question très simple et très bête qui est, à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Combien avons-nous exactement de Burkinabés hors de nos frontières? Personne n'est capable de vous donner une estimation. Et on n'est pas capable de donner parce qu'il n'y a pas eu un travail de recensement et d'identification de ces Burkinabés de l'étranger. Or ça c'est un préalable. Il faut faire ce travail-là pour pouvoir s'assurer de la quantité des hommes ici et des femmes ici et là, avant d'aller dans l'étape suivante de distribution de cartes consulaires et éventuellement de participation au vote.
Mais même si on faisait ce travail-là, il y aurait un travail de mapping pour voir un peu, en fonction des possibilités de l'État et en fonction de la concentration donc, des Burkinabés dans tel ou tel pays, s'il est approprié de mettre ou non un bureau de vote. Ça, c'est un travail très minutieux qui n'a pas été fait. Donc, dans ces conditions-là, aller à tue-tête comme ça dans cette opération risque de nous aliéner des problèmes. Et tout le monde va remarquer que de tous les partis politiques, c'est pratiquement ceux qui étaient au pouvoir avant qui tiennent mordicus à ce que ce vote de Burkinabés d'étrangers ait lieu. Et s'ils le tiennent mordicus, c'est qu'ils ont leur raison. Et c'est justement pour ça qu'on ne leur donnera pas ce privilège-là cette fois-ci. Mais je termine par là. Il est clair que la classe politique doit s'engager pour que le report qui a eu lieu cette année par rapport au vote des Burkinabés de l'étranger soit le dernier. Et qu'en 2020, et là nous avons maintenant 5 ans pour réussir le pari et l'essai, en 2020, arrivé à 2020, qu'on ait vu que toutes les dispositions ont été prises, permettant donc aux Burkinabés de l'étranger de participer à la vie de leur nation. Au-delà de ça, vous avez souhaité que je trace quelques perspectives sur l'avenir de notre pays, mais cet avenir-là, il se lisait depuis un certain nombre d'années sur les aspirations des femmes et des hommes qui en sont les citoyens, surtout de sa frange la plus jeune. Les Burkinabés rêvent d'abord d'un pays de véritable démocratie, où ils ont le sentiment que leur voix compte, que le jeu n'est pas perverti, que c'est vraiment le meilleur qui gagne, et où ils ont le sentiment que, parce que c'est démocratique, le gouvernement en place les écoute et les respecte. C'est tout ça qui a mené un certain nombre de frustrations et qui ont conduit à ce que l'on sait. Mais les Burkinabés, surtout les jeunes, aspirent aussi à un pays où on a une économie qui est capable de créer des emplois, puisque c'est en recevant des salaires que l'on sort de la pauvreté, quand on a un certain niveau de formation. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les Burkinabés rêvent d'un pays où le développement est nettement mieux partagé et où les fruits de la croissance ne profitent pas qu'à une minorité. Et les Burkinabés rêvent d'un pays où un certain nombre de valeurs sont au chevet donc, du travail de gouvernance, lesquelles valeurs, d'ailleurs, comme on a dit, sont historiquement celles qui ont toujours caractérisé notre pays, les valeurs de dignité, de courage, de probité, d'ardeur au travail, de sobriété même, que nous sommes en train de perdre, et que la corruption devienne un mauvais souvenir qui ne viendra plus nous hanter au jour le jour. Donc, voici ces aspirations auxquelles tout parti, notamment l'UPC, est obligé d'accorder une attention, et notre démarche, notre projet de société, notre vision s'inscrit parfaitement et en grande harmonie avec ces aspirations-là. Et si, Inch'Allah, les Burkinabés nous confiaient leur destinée, la ligne que je viens de dire là est toute tracée pour l'action que nous allons mener pour notre pays. Je vous remercie vraiment de l'occasion que vous nous avez donnée là, et m'avez donné ce soir d'avoir cet échange. Bon, bien que la technique nous ait fait défaut, je crois qu'un certain nombre de messages ont pu être passés. Bien entendu, je vois à disposition pleine et entière pour qu'on puisse reprogrammer l'émission à une date qui sera de convenance mutuelle. Je vous remercie. Ok, monsieur le secrétaire, je voudrais, au nom de la division Planète, au nom de l'Audi, vous dire infiniment merci d'avoir accepté l'invitation de notre conférence. Je voudrais devant témoin vous réitérer notre invitation, une nouvelle invitation, de sorte à ce que vous dérouliez effectivement et évidemment votre calendrier. Les dieux de la technique n'étaient pas avec nous aujourd'hui. On n'a pas pu faire le tour qu'on aurait voulu faire avec vous. Et donc on vous propose après le 14, après la semaine prochaine, si votre emploi du temps le permet, de vous reprogrammer. En tous les cas, Vazier, notre correspondant à Ouagadougou, entrera rapidement en contact avec vous pour qu'on puisse reprogrammer le plus rapidement possible une autre e-conférence de sorte à ce que vous puissiez exprimer clairement, sans problème de connexion, sans les soucis que nous avons connus aujourd'hui, votre programme de gouvernement, votre projet de société, votre vision pour l'avenir, votre vision pour le Burkina Faso. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être présent parmi nous. Je voudrais vous rappeler aussi à monsieur l'invité, donc monsieur Diabré, que samedi prochain, nous avons un invité, M. Pascal Achinkesson, qui est le président du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. On espère que donc la connexion et les dieux de la connexion seront avec nous. Et donc, M. Diabré, merci.
bonne continuation à vous, bon courage à vous, bonne chance à vous, et nous espérons vous retrouver le plus rapidement possible sur la Voice d'Abidjan.net. Merci infiniment. Monsieur donc Diabré, portez-vous bien, et tout le staff d'Abidjan.net vous remercie d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté sans doute de revenir une seconde fois. Merci.